C'est depuis 2003, vous le savez, que le Congo s'est lancé dans la voie de la décentralisation 17 ans. Après, que dire de ce processus de décentralisation au Congo-Brazzaville? Pourquoi jusqu'ici le transfert des compétences et les ressources de l'État aux collectivités locales n'est toujours pas effectif? Autant de questions sur la table de votre magazine Presse Tribune. On en parle dans la deuxième partie. Dans la première partie de votre magazine, nous allons revenir sur la déclaration, la toute dernière du collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi, et déclaration faisant état de la disparition de près de 41 millions de francs CFA au niveau de l'agence comptable de l'institution. Comment comprendre et comment expliquer cette disparition? Tentative de réponse et d'éclairage dans votre magazine. Pour en parler, nous avons le plaisir justement de recevoir pour la première fois dans cette émission M. Armand Christian Maba. Il est politique et secrétaire national chargé de l'organisation et la mobilisation au sein de la chaîne. Monsieur Maba, merci et bienvenue dans Presse Tribune. Merci monsieur le journaliste. Alphonse Ndongo, journaliste économique, indépendant, et c'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir dans cette émission. Monsieur Alphonse Ndongo, merci et bienvenue. Merci Sergio. Lucie Ernest Dimi, chroniqueur politique chez les Patriotes, le journal Le Patriote, toujours au service de la République. La République est éternelle et nous avons l'obligation de la servir, Serge. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour dans Presse Tribune, je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre magazine Presse Tribune. On parle tout de suite de l'université Marien Ngouabi. Alors, avant cela, on ne va pas déroger à la règle, on va parler des faits saillants de l'actualité de la semaine. Je donne la parole à Ernest Demi. Qu'est-ce qu'on retient pour vous de l'actualité de la semaine? Bon, l'actualité de la semaine, je crois qu'il faut le dire, c'est le fait que pour la toute première fois, depuis que nous avons les députés élus en juillet 2017, oui, c'est pour la toute première fois qu'ils sont enfin entrés en possession des fonds alloués pour effectuer les descentes parlementaires. Ça veut dire quoi? Que l'Assemblée nationale ou l'État congolais a sur son dos les fonds de la première descente de 2017, donc octobre, novembre, décembre, les fonds des 3 descentes de 2018, puisqu'il vient de payer enfin les fonds de la première descente de 2019. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les Congolais, dans leur ensemble, doivent savoir que leurs élus, notamment les députés, ont déjà reçu l'argent pour venir leur rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'ils ne viennent pas, ça veut dire qu'ils ont détourné de l'argent. Donc, soyez quand même vigilants pour que les combats, quand on parle de la lutte contre les antivaleurs, alors essayez un peu d'ouvrir les yeux à tout le monde. Les députés ont déjà reçu l'argent pour les descentes parlementaires. Ce n'est pas un secret, ça s'est fait sur la place publique. On a commencé à les payer depuis le vendredi, c'était le 29, je crois, mars dernier. Donc, soyez sûrs que ceux qui sont sur les vont descendre et ceux qui ne vont pas descendre, ceux qui ne vont pas venir à la base vous rendre compte, alors essayez un peu d'ouvrir plus les yeux. Parfois, c'est les pionniers ou les soldats des antivaleurs ou des détournements des deniers publics. Merci beaucoup, Alphonse Ndongo. Bon, c'est sur le terrain du football que je vais aller chercher l'actualité. On sait très bien que c'est avec beaucoup de peine que nous avons accepté la non-qualification des Diables Rouges pour la CAN Égypte 2019. Voilà, c'était prévisible lorsqu'on savait très bien que c'est en terre zimbabwéenne qu'il fallait aller chercher cette qualification, puisqu'on a raté la qualification sur place contre la RDC et contre la même équipe, le Zimbabwe, qui nous a battus par un score de 2-0. Là n'est pas le problème, mais le problème pour moi, c'est que ceux qui ont la gestion du football auraient pu anticiper. Valdo, quand même, l'entraîneur national des Diables Rouges, on le sait, avait déjà essuyé des échecs en catégorie inférieure, notamment à l'équipe des cadets et à l'équipe des juniors. Donc cela devrait, à mon humble avis, et au regard du parcours même des Diables Rouges, on aurait pu rectifier le tir à temps.
mais on a laissé le Brésilien Valdo, que j'aime bien, qui a été un très bon joueur, n'est-ce pas, du PSG, mais on l'a laissé donc complètement donc assassiner les 3 équipes comme ça, et ce qui fait que le Congo n'est pas qualifié pour une compétition aussi bien inférieure que pour une compétition notamment majeure comme la CAN. Mais tout au moins, le régal vient, n'est-ce pas, du fait que ce soit un Congolais, et Dingoya, c'est lui qui a donc finalement qualifié l'équipe A' des Diables Rouges pour la suite de la compétition, comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. C'est déjà quelque chose, comme pour dire, au Congo, il y a encore de bons entraîneurs et il faut leur faire confiance. D'accord. On va terminer avec M. Maba. Bon, l'actualité qui a retenu mon attention ces derniers jours, vous l'avez évoqué dans votre mot introductif, c'est la disparition des fonds au niveau du rectorat de l'université Mariam Ngouabi, une université qui connaît d'énormes problèmes, et lorsque on se rend compte que de l'argent peut disparaître comme ça, sans justification, et ça vraiment c'est à déplorer, et malheureusement nous allons revenir sur cette question puisque c'est le jour de notre débat. Donc vous avez vu les choses comme moi d'ailleurs. D'accord. Exactement, merci beaucoup messieurs pour cette partie de l'émission. On va maintenant entrer dans les vifs de notre sujet. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, on va commencer à parler de l'université Mariam Ngouabi. Alors cette disparition de fonds, tout à l'heure, M. Maba l'évoquait, Mariam Ngouabi, que de problèmes. C'est comme si l'essor semble s'acharner sur cette institution. Notre alma mater, on avait des grèves, ça et là, l'année passée. La chose semble être résolue, et pendant qu'on parle de la lutte contre les antivaleurs, alors comment d'abord, restons dans le fait de comprendre qu'il y a eu cette disparition de l'argent, alors que là où se trouverait cet argent, selon nos informations, il y a d'abord une porte métallique, et c'est le coffre-fort est tellement, et là aussi, difficile à pénétrer. Et selon certaines discrétions, l'argent étant beaucoup, était même amené dans des valises cadenassées. Rien de tout cela n'a été endommagé, mais l'argent a disparu. Alors, Alphonse Zongo, comment expliquez-vous ça? Bon, c'est vrai que l'université Mariam Ngouabi vit elle-même, n'est-ce pas, au rythme de la situation financière du pays, on le sait très bien. Mais seulement, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et c'est vrai qu'il est très difficile de recueillir la moindre information lorsqu'on a voulu rencontrer le recteur, y compris ses collaborateurs. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas non plus facile de rencontrer d'autres sources, mais heureusement que quand même, l'investigation aidant, nous avons pu glaner quelques informations. Et des informations qui concordent selon le recoupement que nous avons fait. Alors, c'est vrai, il y a eu la disparition de plus de 40 millions de francs CFA, c'est-à-dire c'est quasiment 40 millions 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas les 1 milliard que nous lisons dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une information qui n'est pas vraie. Et d'ailleurs, dans le cadre de la disparition de ces 40 millions, selon les informations que nous avons pu glaner, c'est le recteur qui tient informé les syndicats, qui leur dit, écoutez, je vous annonce qu'il y a eu pas un détournement. Le détournement, c'est des gens qui passent par des superfuges. Il y a eu un vol de 40 millions de francs CFA. On va rentrer un peu dans tout cela. Je veux quand même qu'on essaye de comprendre. Hein, parce que la question était aussi simple. Un endroit sécurisé, comment ça peut arriver que là... Ah, Sergio, je vais te poser une question. Tu sais que dans les banques, il y a des coffres forts. Des coffres forts où le système de sécurité est encore plus efficace. Il y a des vols. Les vols souvent du fait du personnel qui est là. Et c'est ce que le recteur a constaté, qu'il manque 40 millions au niveau de l'agence comptable. C'est pourquoi il a confié cette enquête au service, n'est-ce pas, habilité notamment la gendarmerie. D'accord, on va en parler. Voilà. Monsieur Maba, vous, à votre niveau, comment vous comprenez ça? C'est vrai que je n'arrive pas à le comprendre. Regardez, je connais quand même un peu bien cette université pour y avoir étudié. Le rectorat fonctionnait dans un bâtiment, un vieux bâtiment. Donc les conditions n'étaient pas d'ailleurs réunies. On pouvait même se demander si c'était vraiment le rectorat de l'université Mariam Ngouabi, une grande université, la seule que nous avons, tout au moins, dans le secteur public. Le gouvernement a mis les moyens. Aujourd'hui,
le rectorat de l'université Mariam Ouabi bénéficie d'un bâtiment neuf. Donc, toutes les conditions de sécurité sont réunies. Vous avez la guérite, il y a les agents de sécurité et tous les bureaux sont bien équipés. Ça veut dire que s'il y a disparition, comme M. Ndongo venait de le dire, c'est un vol qui s'est opéré dans la maison. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des voleurs qui sont venus d'ailleurs, qui sont allés voler les 40 millions. Ça veut dire les premiers à être concernés, ce sont ceux qui travaillent au niveau des services l'agence comptable. Et c'est ce que tu vois, le recteur a confié cette enquête à la gendarmerie. Mais alors, Ernest Dimi, on a vu juste après, le recteur a pris des sanctions, notamment, comme vient de dire M. Baba, des agents qui s'occupaient des caissières ont été suspendus. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision? Mais la décision, moi je crois que quand on sait que, selon la déclaration des syndicalistes, ils rendent administrativement responsable monsieur le recteur, donc Roser Ibarra. Bien, tu vois, moi j'ai la note ici. Oui. Je crois, Sergio, on ne peut pas comprendre que 40 millions, et il faut d'abord dire qu'il s'agit de l'argent qui revient des droits à l'université Mariam Ouabi sur les fonds récoltés pendant les visites organisées lors des années scolaires. Alors, cette année, il y a eu près de 100 millions. Le ministère a pris 58 millions, selon nos informations, et 44 millions sont revenus au rectorat de l'université Mariam Ouabi. 40 millions 500 000. 44 millions sont revenus. Maintenant, dans les 44 millions, il y a 40 millions 500 000 qui sont portés disparus dans un service qui est fermé par une porte blindée avec un coffre-fort et dont des gens qui détiennent les clés sont connus. Les agents qui détiennent les clés sont connus. Alors, Ernest Dimi, comme vient de le dire tout à l'heure M. Baba, tout est clair que le vol est perpétré à l'intérieur. Alors, que répondriez-vous, alors que pensez-vous de ce que dans la déclaration de l'intersyndicale, la déclaration rend responsable administrativement M. le recteur, Roser Ibarra? Bon, moi je crois qu'il faut repartir à l'origine des choses et des faits. Le fait est que les 40 millions 500 000 volés à l'agence comptable de l'université Mariam Ouabi sont une partie des 44 millions qui revient à cette université dans le cadre de l'argent récolté lors des visites médicales organisées à la rentrée scolaire, à la rentrée académique. Pour cette année, 58 millions sont partis au ministère de l'enseignement supérieur et 44 millions sont revenus au rectorat. Alors, c'est dans ces 44 millions qui sont gardés à l'agence comptable de l'université Mariam Ouabi que des malfrats ont volé 40 millions 500 000. Alors, il faut aussi dire que la fameuse agence comptable, c'est en réalité une forteresse. Ce n'est pas un endroit où toi tu peux entrer parce qu'elle est protégée par une porte blindée. Et à l'intérieur, il y a des bureaux et un coffre-fort, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais il ressort que la porte blindée n'a aucune égratignure. Il ressort également que le coffre-fort n'a aucun défaut. Et que comme il y avait trop d'argent, ça ne suffisait pas pour le coffre-fort qui n'était pas au gabarit des montants alloués. L'argent était mis dans des valisettes. Et que les valisettes en question n'ont même pas été cassées. Alors, pour moi, ces éléments que nous avons eus dans nos enquêtes permettent de comprendre que comme le vol est commis sans effraction, le suspect est connu. Le premier suspect, c'est celui qui détient les clés. Alors, est-ce que les clés sont entre les mains de Jean Roser Ibarra ou entre les mains de l'intersyndicaliste
C'est ça la question. Si les clés sont entre les mains de la caissière, c'est tout à fait normal que les sanctions arrivent dans le cadre de la suspension à titre conservatoire. Je vous dis que j'ai la note qui suspend les dames dans mon téléphone ici. C'est à titre conservatoire. D'accord. Donc il s'agit de la suspension d'ailleurs de... Est-ce que quand on regarde à la lumière de la déclaration des syndicalistes, c'est pas une fuite en avant pour le recteur, M. Rosaire Ibarra, que de suspendre les deux comptables, excusez-moi, caissières, alors que selon eux, il y a quand même des chefs hiérarchiques qui ne sont pas inquiétés. Est-ce que c'est pas une fuite en avant pour le recteur? Non, je pense que ça ne peut pas être une fuite en avant. Enfin, je ne connais pas Jean Rosaire Ibarra, c'est quelqu'un que je connais, je sais que c'est l'un de nos grands professeurs, n'est-ce pas? Mais, à bien regarder, je pense que des sanctions administratives ont été prises à l'encontre, évidemment, comme l'a dit Dimi, de celui qui est supposé, présumé coupable, parce que c'est la personne qui détient les clés. Et il n'y a pas que cette personne, je pense que l'ensemble des personnes de l'agence comptable, n'est-ce pas, le personnel a été sanctionné. Ça sont des sanctions administratives. Et il faut noter, selon certaines indiscrétions, que c'est le professeur Jean Rosaire Ibarra lui-même qui a fait diligenter l'enquête par les services de la gendarmerie, pour que les choses soient on ne peut plus claires. Et c'est sur ces entrefaites, comme je le disais d'entrée de jeu, qu'il a réuni l'intersyndicale pour leur donner l'information. Mais quand vous lisez la déclaration qui a été faite par l'intersyndicale, ça donne l'impression, parce qu'ils disent quelque part, sauf si je suis pas, si ma mémoire me trahit, ils disent quelque part que le recteur a reconnu, n'est-ce pas, le vol au détournement de 40 millions de francs CFA. Alors que ça donne l'impression comme si le recteur leur a dit, écoutez, je reconnais devant vous que j'ai gardé de l'argent par devers moi. Alors qu'il s'agit d'une information que le recteur leur donnait. Mais au-delà de ça, et c'est justement là où intervient le travail de journaliste que nous sommes, je me suis rendu compte qu'il y a comme une espèce d'amplification sur cette histoire de vol. On va en parler, excusez-moi il faut bien qu'on en parle. On en parlera sur cette question. Et vous voulez réagir? Allez-y. Moi, je voudrais plutôt d'abord dire un peu comme ce qu'Alphonse vient de dire. Moi, je regrette le seul fait que je n'ai pas pu avoir accès à Jean Rosaire Ibarra, qui est le recteur de l'université Marien Gouabi. Mais dans mes enquêtes de journalistes, j'ai quand même eu assez d'éléments qui m'ont renvoyé, y compris vers les syndicalistes, qui m'ont répondu non, contentez-vous de la déclaration que nous avons publiée. Mais quand vous analysez les faits, les éléments un à un, alors il y a à manger et à boire. Et je comprends qu'il faut désormais faire attention aux syndicalistes congolais de manière globale, parce que nous avons la fâcheuse expérience au niveau du CHU. Et c'est pratiquement les mêmes histoires qui ont tendance à se répéter au niveau de l'université Marien Gouabi, pour régler parfois des comptes politiques ou des comptes à certains alliés, à certaines personnes. Alors, on est obligé de trouver des artifices. Vous voyez sur Internet, des gens bien identifiés vous parlent d'1 milliard. Alors qu'il ne s'agit pas d'un voilà, mais c'est ça. Et puis c'est des gens identifiés, des cadres de ce pays, universitaires de surcroît. D'accord. Alors, on va parler évidemment maintenant, aller comprendre de cette déclaration. Tout à l'heure, monsieur Nogo, vous avez dit que c'est le recteur qui a donné l'information. Alors, comment comprendre que le recteur appelle les syndicalistes pour leur donner l'information, mais les syndicalistes ont fait une déclaration pour, entre autres, non seulement tenir responsable administrativement monsieur le recteur, mais on parle également de l'attitude du recteur vis-à-vis du collège syndical. Il y en a plein, hein, quand on va citer le mépris du recteur au sujet des attributions, règlements du collège syndical. On l'accuse même d'ethnocentrisme. Alors, comment, quand on est dans un fait où il y a eu vol, mais on semble ne pas condamner le vol, mais plutôt condamner la suspension des agents qui seraient, disons, qui devraient soupçonner de ces détournements. Et on demande d'ailleurs la levée de cette sanction. Bon, moi j'ai un autre regard. Je vais aller un peu plus loin par rapport au raisonnement d'Alphonse. Le recteur a pris des sanctions à l'encontre des présumés coupables. Mais le recteur est sous tutelle du ministre.
Ça veut dire que si, au niveau du ministre, le ministre de l'enseignement supérieur, à son niveau, il a aussi le droit de prendre des sanctions. Et s'il faut sanctionner, on sanctionne d'abord le recteur, pas le ministre. Le recteur a sanctionné ceux de l'agence comptable, mais au niveau du ministre, parce que c'est les militaires qui aiment dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais le chef là-bas, c'est le recteur. Donc quand il y a disparition d'argent au niveau du rectorat, le premier aussi à être intéressé, c'est le recteur. Donc, si le recteur à son niveau a pris des sanctions, je peux aussi m'imaginer que par la suite, le ministre de l'enseignement supérieur, au nom du gouvernement, pourra aussi prendre des sanctions. Et si le ministre sanctionne, il va commencer. Alors, ça veut dire que vous comprenez quand même l'attitude d'un syndicaliste dans une certaine mesure. Qui parle plutôt de lever de sanctions. Non, Sergio, je crois que ça c'est prenez le pays ou le monde à l'envers, prendre le pays à l'envers. Je ne peux pas comprendre que le recteur qui a ses collaborateurs immédiats qui sont soupçonnés d'un fait soit sanctionné. Alors qu'il sait que le premier suspect, c'est les Indiens. Je crois que même le ministre doit avoir les raisons pour lesquelles les gars ont été suspendus. Je vous ai dit, j'ai la note, je peux la lire. C'est la note numéro 119, Université Madame Gabi SG DRH Spatos. Voilà. Les salaires ainsi que les droits d'avancement des agents ci-dessous désignés en service à l'agence comptable sont suspendus jusqu'à nouvel ordre par mesure conservatoire. On l'a dit. Il s'agit de Sunga Vouti Tatiana Claude Audrey, attaché d'administration, Asselam Edong Ren Imelda, administrateur adjoint des services. Alors, c'est signé le 18 février 2019. Alors, je ne vois pas. Vous voyez, c'est là où je dis il ne faut pas que, même au niveau de l'université, où on a la crème de l'intelligentsia nationale, alors qu'on se comporte comme dans des basses structures. Alors, comment pouvez-vous comprendre que des personnes soupçonnées, une enquête est ouverte par rapport à un vol perpétré et vous voulez que les gens qui sont soupçonnés soient libérés? Ça, c'est quel pays ça? Parce que justement, on parle demande l'abrogation de cette note en attendant la tenue du conseil des disciplines. Non, mais c'est un titre conservatoire. Le conseil des disciplines pourra venir pour entériner ou abroger ou mettre en cause la note du directeur. Moi, je crois qu'au-delà de tout ça, on peut tourner autour du pot. Oui. Dans ma petite enquête, j'ai compris le problème de fond. C'est-à-dire quand je parlais d'acharnement des syndicalistes à l'égard du recteur. Je comprends. Depuis que Jean Rosaire Ibarra est venu, selon des informations concordantes, parce qu'il y a quand même encore des bonnes consciences à l'université qui disent la vérité, il a essayé, n'est-ce pas, d'élaguer les écuries d'OGA, notamment la numérisation des examens. La numérisation des examens et concours a permis de réduire des cas de fraude. Oui. Et en même temps, ça a coupé les dividendes qui revenaient à certaines personnes à l'université, notamment les syndicalistes qui parlent. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui parlent des histoires de millions. Et ils venaient avec des listes lorsqu'il y a une délibération d'un examen entré à l'ENAM et ainsi de suite, où on sortait des listes, où on gommait les noms de certaines personnes, moyennant des millions de francs CFA. Il semble que ces gens aujourd'hui réclament cet argent à certains syndicalistes. Là, c'est le premier problème. Le deuxième, le recteur Ibarra arrive, il décide, n'est-ce pas, de faire l'inventaire du patrimoine de l'université. Si tu vas à l'université, tu verras qu'il y a des maisons qui sont occupées par des tierces personnes, où il y a des boutiques parfois au rez-de-chaussée. Cet argent ne va pas à l'agence comptable. Notamment en tant que journaliste de la presse économique, l'argent entrait dans les poches de certains syndicalistes. Aujourd'hui, quand Ibarra est arrivé, il a dit « Nous n'avons pas d'argent, le pays n'a pas d'argent. Écoutez, arrêtons avec les vieilles habitudes. Nous allons maintenant centraliser tout ça au niveau de l'agence comptable. » Alors là, c'est encore un autre problème. J'ai vu un syndicaliste, peut-être je vais le citer parce que c'est mon enquête qui me le permet, un certain Galébaï, son épouse travaille à l'université et perçoit le salaire pendant qu'elle vit aux États-Unis depuis 3 ans. Depuis 3 ans, elle vit aux États-Unis, elle perçoit le salaire de l'université. Quand M. Ibarra arrive, il dit non, écoutez, on met fin à tout ça. Qui n'a pas travaillé n'a pas de droit au salaire. Voilà tout ça. C'est le déclenchement. Et quand on parle d'énocentrisme, il faut qu'on sorte des caricatures de l'époque du monopartisme, où on avait ce qu'on appelait la trilogie. C'est-à-dire, le syndicaliste, lorsqu'on veut prendre une décision, on les associe. Non, on n'est plus à cette étape où on fait du chantage, où on se réunit en espèce de groupe
régionaux pour rendre la vie difficile. Non, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que je le trouve assez bas, mais j'ai dit le problème de fond. Me semble-t-il, quand je regarde l'acharnement sur le vol de 40 millions, on parle maintenant de 1 milliard, et on parle du fils des Bara qui aurait été recruté. Bon, c'est vrai qu'on peut y dire pourquoi le recteur a recruté son fils, même s'il a le profil. S'il a fait, semble-t-il, l'université à Manchester, comme on dit en Angleterre, est-ce qu'il n'a pas le droit au travail? Je n'en sais rien, je n'ai jamais rencontré Bara, mais au moins j'ai vu des gens, des personnes ressources qui m'ont donné de bonnes informations. Mais non, quant à son caractère potentat d'orgueil, vous savez, beaucoup de professeurs ont parfois un excès de suffisance. Est-ce que cela est mal perçu par les syndicalistes? Si on en croit, alors, on en croit Alphonse Ndongo, alors, comment que c'est pas dans le cadre des mises en garde finalement, dans les demandes formulées par l'intersyndicale, et je veux lire mise en garde, donc il met en garde les recteurs contre la gestion chaotique et ethnocentrique, et le prévient que la persistance de cet état de fait les amènerait à prendre d'autres types de décisions. On lutte contre les antivaleurs ou on met en garde, on menace un recteur qui prend des décisions contre des gens soupçonnés d'avoir détourné de l'argent. Bon, moi je voulais dire ceci. Entendre monsieur Ndongo, apparemment il y a comme des règlements de compte entre l'intersyndicale et le recteur. Mais je voulais aussi dire ceci. J'aurais aimé avoir sur ce plateau un membre de l'intersyndicale. Parce qu'ils sont... Je vous rappelle qu'ils ont été, nous l'avons contacté, moi personnellement, Jimmy aussi l'a fait, contact, mais ils nous ont dit de nous envoyer au texte. Ils sont censés mieux maîtriser les mots qui minent l'université. D'ailleurs, non, on ne parle pas de l'université, là il parle du vol. Oui. Et d'ailleurs, ils ont reconnu que c'est les directeurs, le recteur qui les a donné l'information de ce vol. Est-ce que ce qu'ils dénoncent du recteur est-il vrai ou faux? C'est justement ma question. Voilà, c'est ce que je dis. Dans ce qu'ils reprochent au recteur, il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies. Et avoir le mode opératoire de ce vol-là, je vous dis, ça peut impliquer beaucoup de personnel. Parce que là, il n'y a que 2 qui sont suspendus. Mais avoir le mode opératoire, il y en a 3. Mais demain, sous réserve des conclusions de l'enquête, on peut être surpris que des hauts cadres du rectorat soient aussi impliqués. Mais pourquoi pas aussi les syndicalistes? Non, moi je crois que quand les situations sont claires, moi j'ai du respect pour les syndicalistes, l'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi, que j'ai défendu père et ongle contre Vonze Maré quand le ministre Itoua refusait de leur recevoir, et quand ils sont partis au Premier ministre, j'étais de leur côté parce que c'était de leur droit et c'était l'obligation du ministre d'accomplir sa tâche. Mais maintenant, quand il y a trop de zones d'ombre, vous voyez, je ne sais pas. Que vient faire le nom de l'enfant d'Ibara Rosaire dans cette affaire? Au niveau de l'intersyndicale, non. C'est mesquin. Quand vous rencontrez un syndicaliste qui vous dit non, c'est l'ethnocentrisme. Mais essayez un peu de vérifier. J'ai eu des éléments plus graves que ça. Un concours est programmé, des enfants n'ont pas eu. Mais il y a des gens, Alphonse l'a dit, qui ont pris des engagements et l'argent des parents, menez les enquêtes, vous n'êtes pas journaliste malheureusement. Des parents donnent de l'argent, l'enfant n'a pas eu, par crainte d'être harcelé, on trompe les enfants qu'il y a une liste additive, on donne de la liste, avec des faux cachets, l'enfant va à l'université, il est arrêté. Il dit qui t'a eu ça, c'est papa qui m'a donné, on appelle papa, croyant qu'on fait régulariser la situation de l'enfant, parce qu'il a perdu peut-être 1 million ou 2 millions, pour que l'enfant soit admis à un concours, parfois qu'il n'a pas présenté. Alors, quand le vieux est au courant, il arrive, il se rend, on appelle la personne est là-haut, c'est du n'importe quoi. Et quand une dame qui est à l'origine de cette fameuse liste additive, la vraie fausse liste additive, est mutée d'une administration à une autre, non, parce que je ne suis pas embauché comme Ibara. Ah non. Reconnais quand même que toi tu as volé de l'argent, aux gens dans la cité et tu les as promis un concours dont la numérisation, comme il a dit au niveau de l'université, t'a empêché d'accomplir ta besogne. Voilà pourquoi certains sont en train de vendre leurs parcelles. C'est du n'importe quoi. Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dénoncer le mot qui mine l'université quand ils incombent au recteur. Et il faut aussi dénoncer le mauvais comportement des syndicalistes.
Menez l'enquête, vous allez vous rendre compte qu'elle est plus dure, parmi les plus durs. Ceux qui viennent empêcher aux autres parfois de rentrer à l'université, c'est ceux qui ont organisé des fraudes même au niveau de la scolarité centrale. J'ai été mis devant un dossier où un enfant a bien eu son diplôme. Mais ce diplôme-là s'est retrouvé à la scolarité centrale et c'est un syndicaliste parmi les chefs qui parle là. Et s'est retrouvé là-bas et les gars faisaient pression alors qu'on vient de falsifier les diplômes avec d'autres chiffres. Et quand on se rend compte, c'est parmi les syndicalistes qui tiennent fort aujourd'hui. Et ce qui n'acceptent pas. Non, je crois que ça devient une honte. Si vous voyez la hiérarchie de l'intersyndicale, il y a des gens qui font déjà honte et ça va entamer la crédibilité et la neutralité de cette instance. Est-ce que vous croyez, non, vous croyez que le recteur était obligé d'appeler les syndicalistes et leur dire que l'argent est perdu ici, on va déclencher une enquête? Il n'est pas obligé. Voilà, la loi de réglementaire. Voilà, donc c'est ça. Moi je crois qu'il y a plus de règlement de compte dans cette histoire et c'est plus une chasse aux sorcières vis-à-vis de la personne de Rosaire Ibarra, malheureusement qui ne veut pas aussi recevoir les journalistes. Je vais ajouter quelque chose. J'ajoute quelque chose. Il semble même que parmi ces syndicalistes, chacun aurait bénéficié dans le cadre du recrutement de 4 noms. De 4 noms, semble-t-il, hein, selon mes informations. Et aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus en avant le nom de l'enfant du recteur. Et ensuite, il semble que le Ibarra, le recteur, il a toujours donné l'information lorsqu'il y a eu des postes à pourvoir. Sauf pour le cas des enseignants, parce que les enseignants, semble-t-il, ils passent par les facultés, et ainsi de suite, et les dossiers remontent. Mais dans le cas du personnel non enseignant, il a toujours donné l'information à tout le monde, et c'est dans ce cas, dans cette brèche qu'il y a souvent eu des cas où les syndicalistes ont même eu à mettre leurs propres enfants. D'accord. Alors, on va parler aussi, les syndicalistes ont relevé également la manipulation de 5 milliards de francs CFA donnés par le gouvernement de la République. Après, vous le savez, hein, ce qu'ils ont, après les grèves à répétition et que le gouvernement avait pris la résolution de donner une enveloppe spéciale pour aider au fonctionnement de l'université. Marien Ngouabi, 5 milliards de francs CFA a été donné. Monsieur Ernest Dimi, le 5 milliards de francs CFA, qu'est-ce qu'il en a fait exactement? Sergio, vous savez, j'ai maintenant honte et j'ai pitié de nos syndicalistes. Je respecte les intellectuels, mais je crois que quand l'émotion prend le dessus sur la responsabilité d'un intellectuel, alors, ce qui est fréquent, en politique on comprend, parce que je le vois, dès qu'il quitte le pouvoir, il commence à raconter n'importe quoi. Mais au niveau de l'université, je crois que ça fait quand même peur. Ça fait peur parce que nos enquêtes nous ont permis de savoir que les fameux 5 milliards, l'enveloppe spéciale allouée pour faire face aux grands problèmes d'urgence de l'université Marien Ngouabi, alors, ont été gérés selon des chapitres bien connus et le rapport de gestion a été adopté, a été validé par le fameux conseil technique qui rassemble toutes les branches de l'université et les partenaires sociaux, transférés, y compris au ministre Itoua Bruno, y compris au Premier ministre. Alors, si vous allez à la primature ou au ministère de l'enseignement supérieur, vous vous rendrez compte que le rapport en question dit ceci, que sur les 5 milliards qui ont été alloués par l'enveloppe spéciale, 2 milliards 272 587 360 francs CFA ont été avalés par les salaires du mois de juin 2018. Vous allez vous rendre compte que les vacations, les heures complémentaires, la surveillance des examens, les encadrements des thèses de 2016 et 2017 ont consommé 1 milliard 423 711 700 francs CFA. Vous allez également comprendre que 1 milliard 836 472 francs 575 francs CFA ont été pulvérisés par le fonctionnement, notamment avec les cotisations, avec l'achat des tables et bons pour la fac de droit, pour l'NSP et pour l'ENAM et autres, j'en passe. Et quand vous faites l'addition, vous trouvez combien? Faites la différence. Non, moi je crois que ça c'est bas. Et au niveau à un niveau de maturité intellectuelle,
il y a des problèmes qu'il ne faut pas poser sur la place publique parce que ça va vous rendre ridicule. Moi, je regrette seulement. Je voudrais avoir Jean-Rosaire Ibarra ici. Je voudrais avoir l'intersyndical ici pour qu'ils nous disent, au-delà de nos enquêtes, qu'est-ce qu'ils ont entre eux. Je crois qu'il y a autre chose que les réclamations pour le bon fonctionnement de l'université Mariam Wabi. Et je vais ajouter quelque chose. Allez-y. En ma qualité de la presse, journaliste de la presse économique, c'est l'une des rares fois que l'université certifie ses comptes auprès de la comptabilité publique. L'université Mariam Wabi. Combien de structures parapubliques le font? Je n'en connais pas. Et l'université Mariam Wabi a eu à le faire. En ce qui concerne 5 milliards, nous on a vérifié quand même depuis le Trésor. On a quand même des réseaux. Il y a un tracking qui est là, je crois que Dimi a donné quelques éléments. Un tracking, c'est-à-dire les syndicalistes peuvent le vérifier, ce qu'il y a eu comme sortie d'argent. D'ailleurs insuffisant par rapport aux problèmes qu'il faut régler. Insuffisant. L'université a accusé des arriérés au niveau du CAMES. Ouais. L'université a accusé des arriérés au niveau de la conférence des recteurs, n'est-ce pas, tout ça. Il fallait payer tout ça, là, il fallait être à jour pour que vous puissiez prendre la parole. Toutes ces choses, moi je pense, Dimi a vraiment, je pense que ça c'est, comme on dit, last but not least, comme disent les Anglais, il y a, me semble-t-il, un problème entre, enfin, au-delà de l'administration, au-delà de la gestion de l'université, il semble qu'il y a un problème entre le recteur et l'intersyndical. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal parce que l'université a besoin de paix aujourd'hui. Nos frères, nos sœurs n'ont pas de bourse et on ne peut pas compter sur les syndicalistes qui veulent régler des problèmes à un recteur pour des problèmes parce qu'on ne leur aurait pas permis de gagner un peu d'argent lorsqu'ils prennent 5 millions, 10 millions ou 7 millions à la cité pour, semble-t-il, faire passer les gens à des examens. Et lorsqu'ils prennent de l'argent pour le compte du patrimoine de l'université et mettent ça dans leur propre poche, on ne va pas venir sacrifier ça, sacrifier la jeunesse pour que c'est quoi? Sauf si, me semble-t-il, franchement, ils font autre chose que le syndicalisme. Et moi d'ailleurs aussi, hein, toujours dans les enquêtes menées, on a pu comprendre que les soupçons pesaient sur des caissières au niveau de l'agence comptable. On a bien vu que parmi elles, il y avait quelqu'un qui a organisé, semble-t-il, son anniversaire avec 12 copines à Pointe-Noire, acheté des voitures, RAV4. C'est une fille qui est connue, 10 000 en a parlé, elle a été sanctionnée sur le papier. Donc, une certaine assez... Moi, je vais poser la question par rapport à tout cela maintenant. On parle aujourd'hui de la lutte contre les antivaleurs. La justice congolaise peut aussi s'en mêler finalement pour mettre un terme, pour qu'on y voit clair sur cette question. Moi, je ne sais pas, le procureur de la République, par exemple, peut bondir parce que les LV100 sont sanctionnés et puis l'argent a disparu. En attendant, bien sûr, la tenue du conseil disciplinaire de l'université Mariam Wabi, est-ce que la justice congolaise peut également s'en mêler? Bon, la petite expérience que j'ai de ce genre de questions dans notre pays me pousse à dire, ça fait déjà plus d'1 mois que les dames ont été sanctionnées. Et M. Ndongo a dit, c'est le recteur qui a diligenté une enquête qui est menée par les services de la gendarmerie. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais moi, j'aurais voulu que le procureur s'en saisisse, qu'on ouvre une enquête judiciaire. Et c'est là où j'ai dit, au-delà du fait que, bon, mes deux co-débatteurs sur ce plateau tirent à boulet rouge sur les syndicalistes. On ne tire pas à boulet rouge. Nous disons les faits. Je vous dis, mais parce que les syndicalistes aussi relèvent des faits. Voilà pourquoi j'avais pensé. On regarde les faits, les décisions avec ce qui est sur le terrain. Je dis ceci, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ici, je pense que dans ce genre de situation, il faut attendre les conclusions de l'enquête pour en savoir un peu plus. Mais je sais, les syndicalistes n'ont pas attendu la fin de l'enquête pour parler, régler leur compte par exemple, que le recteur ne pouvait pas suspendre à titre conservatoire les 2 personnes citées. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis allé, je veux bien. C'est une bonne mesure que le recteur a prise. Mais je dis qu'il fallait aller au-delà. Il faut aller plus loin. Loin. Maintenant, on va terminer. Et que le ministre de l'enseignement supérieur aussi doit s'impliquer. J'ai comme l'impression que c'est un problème entre
le recteur et l'intersyndicale. Et le ministre, ils ne s'en mêlent pas. Voilà, alors que c'est dans son département. On va terminer, je vais vous donner une minute pour terminer sur cette question. Alors, on a bien vu la déclaration des syndicalistes. Ils s'indignent sur la disparition de ce fonds-là avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on reproche au recteur et bien évidemment les données avec vos enquêtes. En tout cas, mes félicitations pour ce travail de fond qui démontre que bon, on élève un peu les questions, on élève un peu la manière de traiter des grandes questions qui touchent à la marge de notre pays. Alors tout à l'heure, Alphonse, il répète ça récemment, il doit y avoir autre chose. Alors pour vous, avec l'expérience, avec les enquêtes menées et tout ce que nous avons ici, on parle de l'ethnocentrisme, on accuse le recteur de mépriser les syndicalistes pour une histoire bien connue. Pour vous, ça sera quoi au-delà si on n'est peut-être pas des dévots, mais on regarde sur la boule de cristal, qu'est-ce qui opposerait les syndicalistes au recteur Rosaire Ibarra? C'est à moi la question, bien Alphonse. C'est à vous la question. Non, mais je crois que si on lit les éléments que nous avons pu récolter dans nos enquêtes, si moins étoffé peut-être, hein, soit-elle, parce que peut-être qu'il y a à manger, à boire, vous allez vous rendre compte qu'au-delà du fait que le syndicat veille à la bonne marche de l'outil, mais ce qui est en train de se faire aujourd'hui dépasse la bonne marche de l'outil. Et qu'il y a réellement une sorte d'acharnement sur la personne. Et je crois que ça peut être, Ibarra peut être victime des réformes qu'il veut emmener dans un système pourri. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, toute génération, toute classe sociale confondue, ont toujours tendance à pointer la paille qui est dans l'œil de l'autre sans voir la poupe qui est dans le sien. Moi, je vous prends un exemple très simple. On organise un concours d'entrée à l'INSP. 2 salles sont retenues. Ça, c'est toujours selon mes éléments que j'ai eus dans l'enquête. 2 amphis sont retenus et les élèves, les candidats sont répartis dans ces salles. Vous avez un responsable, un des responsables de l'établissement qui prend une trentaine, je crois une trentaine ou une vingtaine d'élèves qu'il va caser dans une salle hors les salles réglementaires retenues pour ce concours. Mais ça, c'est grave, ça. Bien. Et quand ça se passe comme ça, quand tu répertories, quand tu vois la liste, je l'ai lu, les noms sont les noms d'une seule partie du pays. Les fameux ethnocentrismes dont on parle. Et ce concours permet à ceux qui s'admettent dans cette catégorie d'être recrutés en priorité par les compagnies pétrolières, notamment Total et EP. Voilà qu'il a pris ces gens, ils ont mis dans une salle parallèle avec un laboratoire à l'ordinaire. On a vu des éléments, c'est grave. Et vérifier, c'est parmi les gens qui font trop de bruit parmi les syndicalistes. Donc c'est ça qui fait croire que l'université était devenue une pieuvre. Et si le président de la République, si le ministre, si toutes les institutions et les Congolais veulent que la chose s'améliore au niveau de l'université, il faut qu'on laisse aller jusqu'au bout les réformes qui sont en train d'être appliquées, dont notamment la numérisation des concours et des examens. Parce que la fraude atteint un certain niveau où, quand vous avez un enfant, je ne sais pas, quand vous avez un enfant, un frère, que vous voulez inscrire à l'extérieur, mais c'est la croix et la bannière, pourquoi on accepte les diplômes du Congo, les vérifications, vérification. Est-ce que les diplômes, et effectivement, parfois vous retrouvez avec un diplôme qui est vous, alors que vous avez payé tout l'argent qui est déjà parti en Occident. Et pour récupérer, c'est plus facile. D'accord. En tout cas, rapidement, parce qu'on a plus assez de temps, on va entrer dans notre deuxième sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement, Alphonse Ndongo, de cette histoire qui présente un tableau, alors, ce qu'on ne voulait pas voir de l'université Marien Ngouabi quand même? Alors, Sergio, d'habitude, en tant que journaliste, j'aime toujours prendre la position pour les faibles. Et souvent, je soutiens des syndicalistes. Mais lorsqu'on découvre certaines choses, à un moment donné, on se demande, est-ce que on est franchement dans le syndicalisme normal, où les gens veulent nous ramener à ce qu'on appelait à l'époque du monopartisme la trilogie déterminante. Alors,
Il y a un véritable C'est comme problème. ailleurs, on a cette histoire des tombeurs des DG. Voilà, c'est ça. Et je pense que C'est le CHU. et je crois En fait, à l'époque, que bien l'une des sûr. choses que je n'ai pas aussi pu évoquer, bon, c'est peut-être un épiphénomène, il y avait maintenant une mauvaise habitude à l'université, c'était en période de vache grasse, les syndicalistes, au-delà de ce que j'ai évoqué comme avantage, ils avaient quelquefois, lorsqu'ils veulent lever le ton, bon, le rectorat les appelle, et puis bon, des enveloppes par-dessous la table. Bon, là, il n'y a pas d'argent, et il semble que, bon, Jean Rosaire Ibarra, c'est un harpagon, d'ailleurs, c'est ce que certaines personnes m'ont confié, c'est un harpagon, ah, lui, il ne donne pas de l'argent, et c'est là, et voilà, à peu près, on ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas construire le pays avec des gens qui font semblant, auprès de leurs syndiqués, d'être des gens blancs comme neige, mais en même temps, qui quelquefois ont des attitudes assez rétrogrades. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Oui, on a lu ça dans les réseaux sociaux, disons les choses comme ça s'est dit. On dit non, écoutez, Edgar Nguesso aurait lâché le recteur. Enfin, je ne savais pas, Dimi, je ne sais pas si bon, c'est Edgar Nguesso qui donne les recteurs, le recteur, je ne sais pas. Mais bon, je pense que c'est trop de bassesse. Il faut franchement, moi je veux que cette université puisse se réformer. Comme Dimi l'a dit, que nos diplômes soient reconnus à l'international. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on sorte de la tricherie. La tricherie n'est pas seulement entretenue par des étudiants, mais aussi par les professeurs, par tous ceux qui disent eux-mêmes qu'ils sont enseignants d'université. Enfin, je ne fais pas un déshonneur à M. Armand, mais on veut quand même que demain nous ayons des bons cadres. Et le pays ne peut pas être émergent s'il n'y a pas de ressources humaines. Alors on va terminer avec vous, rapidement. Je voudrais d'abord dire ceci. Il faut dire à ceux qui nous suivent que lorsqu'on a travaillé, à la fin, on a des bons résultats. Ça veut dire que les parents ne doivent pas avoir cette habitude d'aller voir un enseignant, un syndicaliste pour que son enfant soit admis à un concours. Parfois même pour qu'il soit recruté. Voilà. Ou pour qu'il soit recruté. Il faut prôner, je crois, la méritocratie. Exactement. L'excellence. D'accord. Et sur ce problème, nous faisons confiance au service de la gendarmerie et à notre justice pour qu'on voie clair. Parce que généralement dans ce pays, je vous le dis, nous avons aujourd'hui cet avantage, peut-être ce courage-là de parler de cette question. Mais j'ai suivi les médias d'État ici, les médias publics qui n'ont pas trop parlé de ça. Mais nous prenons la lutte contre les anti-valeurs. Ça, c'est des situations sur lesquelles on devrait matraquer pour dire, voici ce qui s'est passé, il faut. Parce que je crains qu'avec le temps, et qu'on nous dise que bon, c'est une affaire qui est tournée et puis c'est fini, les sanctions seront levées et puis bon, on continue comme si de rien n'était. Donc, souhaitons que la justice fasse son travail. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions et d'ailleurs qu'ils émènent de vos enquêtes vraiment claires et nettes. Et voilà, c'est pour aider l'opinion à comprendre ce qui se passe sur cette question très importante et liée à un secteur aussi névralgique que l'enseignement, parce qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas des gens bien formés. On espère tout simplement que la justice sera faite sur cette question et bien pour décourager toutes les personnes qui sont intéressées par les antivaleurs dénoncées notamment par le président de la République. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie et on va parler de la décentralisation et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, je vous rappelle, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre magazine qui traite de questions qui touchent l'université Marien Ngouabi avec la situation de la disparition de près de 41 millions de francs CFA. Les éclairages de nos spécialistes sur la question ont été donc apportés sur la question. Maintenant, on parle de la décentralisation. J'ai dit de l'ouverture de cette émission. Alors c'est depuis 2003, on le sait, le Congo engagé dans la décentralisation qui est quand même quelque chose de très important où on parle du développement à la base. Alors la première question, elle est vraiment toute simple, je la pose à M. Maba. Alors comment expliquer que depuis 2003 jusqu'à présent, la décentralisation n'est toujours pas effective au Congo? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque? La réponse à ce niveau est très simple. Ceux qui nous dirigent ne veulent pas faire avancer la décentralisation dans notre pays. Et pourquoi donc? Parce que vous l'avez dit, je vais vous le démontrer. Lorsque le président revient aux affaires, nous sommes en 1997. En 2003, on amorce le processus de la décentralisation avec les lois dites d'Ibovi. Oui. Ok? On pose les bases de la décentralisation.
les textes ont été. On arrive en 2005. On renforce encore cet arsenal juridique au niveau de la décentralisation. Là, on établit maintenant les contrats État-département. Au départ, on était sur une dotation de près d'1 milliard par département. Là encore, on y reviendra sur ce montant, 1 milliard. Vers les années 2009, on a trouvé que 1 milliard c'était peu, on est monté à 1,5 milliard sur papier, des dotations affectées au département. Et là encore, je dois dire... Il faut aussi dire qu'il y a effectivement ces dotations. Oui, il faut dire, non. Ces dotations, quand vous allez vérifier, vous allez vous rendre compte, n'ont jamais été versées au-delà de 50% de ces montants. Ça, c'est un autre... Vous pouvez vous renseigner à tous ceux qui ont géré les conseils départementaux, ils vont vous le dire. Et pourtant, on ne peut pas faire de la décentralisation sans transfert des compétences, transfert de pouvoir et donc sans moyens. Et ça, c'est la grande question. Oui, je veux revenir à vous. Je veux revenir à vous, on va en parler. Je vais donner la parole aux autres également. On parle de cette question qui est d'ailleurs le problème, le transfert des compétences, mais aussi les transferts de ressources. Mais on le sait bien qu'en 2010, des textes d'application sur tout cela ont été validés pour donner en fait notamment la question de la fonction publique territoriale. Et on a toujours, quand on discute sur des questions de loi, il n'y a pas de texte d'application. Mais là, ce qui est quand même assez curieux, il existe des textes d'application. Pourquoi on ne passe pas à la fonction publique territoriale, par exemple? Je pense qu'il faut résumer le problème, n'est-ce pas, de la décentralisation dans notre pays, enfin, les goulots d'étranglement, entre autres. Je pense qu'il y a un souci de conservatisme de la part, n'est-ce pas, de ceux qui devraient faire que la machine prenne. Et c'est vrai qu'on parle, il y a des soucis, n'est-ce pas, de transfert de compétences et de ressources financières, mais lorsque vous regardez de fond en comble, il s'agit beaucoup plus d'un problème de conservatisme. Il faut que les gens qui sont à la manette, notamment le secrétariat du gouvernement, pourquoi pas, et surtout plus loin que ça, au-delà du ministre de l'administration du territoire, je pense que le président de la République devrait vraiment s'impliquer, puisque c'est même d'ailleurs à la présidente de la République, notamment au secrétariat du gouvernement, que s'enrôlent, n'est-ce pas, les textes qui devraient justement faire que la machine soit bien huilée et que la décentralisation puisse effectivement s'exercer comme il se doit. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant et certainement 2 pas en arrière. C'est le même sentiment que vous avez, Nadim? Mais Sergio, depuis 2003, quand nous faisions des reportages à Radio Brazzaville sur ces questions de décentralisation, on croyait que ça allait partir plus vite. On parlait des lois Ibovi ici. Mais après, moi je crois que on a fait un pas en avant, mais plusieurs pas en arrière. Lui, au moins, il a pu quand même s'arrêter à 2. Mais parce qu'il n'y a rien de concret. Tout un département ministériel a été consacré à la question de la décentralisation. On nous a exhibé les avantages de la fonction publique territoriale. On nous a exhibé la mise en concurrence des départements à travers la décentralisation pour booster le développement. Mais hélas, qu'est-ce qui s'est passé de manière concrète? Rien du tout. Rien. Alors, vous ne pouvez pas dire rien du tout parce qu'il y a quand même des textes. Hein. Mais le papier ne suffit pas. Le papier ne suffit pas. Le papier ne suffit pas. Il faut aller au-delà des papiers. Sergio, s'il faut parler des textes, je vais vous dire une chose. C'est que même les textes qui créent la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude, la concussion, sont des bons textes. On n'aurait pas besoin, si cette commission travaillait, on n'aurait pas besoin d'avoir encore une autre haute autorité. Il faut aller au-delà des textes. C'est le grand problème de ce pays. On parle et on parle encore. Personne ne travaille. Alors, M. Maba, récemment, il y a eu encore l'interpellation au Parlement. On a suivi le ministre chargé notamment des collectivités locales, M. Ngafoumo, parler de ça. Et puis, le Parlement a validé quelques textes. On voit bien qu'il y a la volonté politique à travers cela. Mais sur terrain, et aujourd'hui, la crise devient comme le mot d'ordre. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la crise aussi le freine territoire?
la mise en œuvre effective de la décentralisation. Sergio, Jimmy l'a dit, ce n'est pas les textes qui manquent dans ce pays-là. Mais je voudrais vous faire comprendre, une chose est de prendre les textes, une autre est de les appliquer. Aujourd'hui, nos conseils départementaux ne vivent pas. Est-ce que vous sentez que nos conseils départementaux municipaux réellement vivent? Combien de fois ils siègent? Parce qu'il n'y a pas cette volonté politique-là, je le répète. Et M. Ndongo l'a dit, ceux qui devraient être aux manettes pour mettre en musique tous ces textes-là. Là, je vous dis, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a une semaine de cela, le gouvernement venait encore le Parlement, au niveau de l'Assemblée naturellement, voter 4 lois consacrées à la décentralisation pour voir comment est-ce qu'on peut transférer les compétences au niveau des enseignements, au niveau de la santé, et ainsi de suite. C'est bien, les textes sont là. Vous les avez avec vous. Mais, est-ce qu'on va les appliquer? C'est ça le vrai problème. Alors, transfert des compétences, il y a cette règle, transfert des compétences, oui, mais transfert de ressources. Mais pourtant, c'est ce que je dis, pendant tous les pays qui se sont développés, généralement, ont utilisé le levier de la décentralisation. Parce que lorsque il y a une sorte d'émulation entre les départements, on en a évoqué. Là-bas, il y a des capacités de production. Là-bas, dans tel département, ils suivent le modèle des autres, ainsi de suite. Le développement part au niveau des départements et finalement, ça fait avancer le pays. Ça, c'est clair, mais il y a malheureusement, par exemple, soyons pragmatiques. Alors, je reste avec vous, M. Maba, un cas pragmatique, hein, parce qu'il y a aussi les transferts des compétences, mais également de ressources. Il y a des départements qui ne peuvent pas générer de ressources pour gérer l'enseignement, la santé et bien d'autres. Alors, c'est peut-être une raison qui bloque ça. Non, je veux vous dire ceci. D'abord, si réellement la décentralisation est mise en œuvre, elle est vraiment effective, ça va générer les ressources au niveau des départements. Ça va même booster la bancarisation. Ce qui est regrettable dans notre pays, c'est quoi? C'est que nous avons une carte de la décentralisation qui n'est pas bonne. On a créé certainement dans le souci de satisfaire des amis, beaucoup de mairies ici, en réalité, qui fonctionnent presque de façon parallèle avec les sous-préfectures. Or, si on avait essayé de diminuer, parce que plus vous créez des structures de ce genre, ça veut dire qu'il faut les faire vivre. Or, vous savez que vous n'aurez pas assez de moyens pour les faire. Or, à ce niveau-là aussi, je vous prends un exemple. Vous voyez, tous les conseillers municipaux, tous les conseillers départementaux ne vivent pas dans ces départements-là. Ils sont à Brazzaville, ils ne se déplacent que lorsqu'il s'agit d'un conseil départemental, ils vont. Et tout ce qu'ils reçoivent là-bas comme émolument, ils ne les dépensent pas sur place. Donc, ils viennent les dépenser à Brazzaville. Et le département reste orphelin de ses conseillers. Or, si on avait imposé, comme on l'a fait au niveau de la députation nationale, on vous dit pour être député, candidat député national, il faut résider au moins 3 mois au Congo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être député ici alors que vous vivez à l'étranger. Mais au niveau des conseils départementaux, qu'est-ce qu'on fait? Les conseillers sont à Brazzaville, mais ils sont candidats au village. Et ils ne restent pas là-bas. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas réfléchir comment booster le développement des départements, puisqu'ils sont à Brazzaville. Or, s'ils étaient tous là-bas, et que la décentralisation était vraiment effective à ce niveau-là, ça devait déclencher beaucoup de programmes. Alors, d'accord, M. Maba, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez parlé tout à l'heure de ce transfert de fonds dans le cadre du contrat État-département, alors qui, malheureusement, des situations, la situation économique, on le sait, hein, ne permet plus les transferts de ces fonds, mais quand même, à l'époque, il y en avait, mais on a vu quand même certains collectivités locales ou départements n'est pas faire grand-chose avec ça. Et à ces niveaux-là, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a toujours manque de volonté au niveau de l'État, mais aussi dans ces localités ou dans ces contrées déconcentrées, il y a aussi problème de gestion. Les problèmes de gestion relèvent de nos comportements, de la faiblesse de notre justice. Alors, on ne va pas
se cacher derrière un tel prétexte pour justifier la non-avancée de la décentralisation. Non. L'argent a été donné. On a fait ça, ça et ça. Où sont partis les autres fonds? Le contrôle existe. Non. Le problème de la décentralisation, ce n'est même pas à ce niveau. Le problème de la décentralisation, c'est au niveau central de l'État. Qui fait quoi? Qui doit perdre quelle attribution? Alors, vous savez que chez nous, on veut plus la concentration de toutes les attributions au niveau du pouvoir. Qu'est-ce que serait? Comment un ministre, par exemple, verrait-il le président du conseil départemental ou du conseil municipal qui prend directement son argent et utilise là-bas, sans que les chefs du département ministériel soient au courant? C'est ça. Nous sortons d'un système qui a produit des séquelles et que nous sommes jusqu'alors en train de vivre. Donc ça va être très, très difficile, mais le problème c'est au niveau central de la volonté. Parce que je préfère qu'on corrige la situation, les processus, en constatant les erreurs qui sont constatées, qui sont vues sur le terrain, que de continuer à pérorer sur les tests, à mettre en avant les difficultés qu'on va rencontrer si on mettait en application. Non. Alors, Monsieur Alphonse Ndongo, pour vous, on pourrait dire que la décentralisation se plisse, c'est plus plutôt un slogan politique qu'une réalité finalement. Non, on va pas présenter les choses comme ça. Je crois qu'à un moment donné, pendant la période de vache grasse, l'État a mis un peu de moyens, même si ce n'était pas suffisant. Mais Edimia a évoqué un vrai problème. Comment est-ce que cet argent a été parfois géré? Je connais des opérateurs économiques qui avaient maintenant pour terrain de prédilection certaines, n'est-ce pas, localités déconcentrées pour pouvoir bénéficier des marchés, évidemment, sans concurrence, sans évidemment, enfin à des prix assez élevés et puis facilement pour être payé. Donc il y a eu quand même aussi une mauvaise utilisation des ressources. Et puis des conflits d'intérêts entre d'une part le préfet, le maire et souvent le président du conseil départemental ou communal. Et donc autant de choses aujourd'hui, je pense, fort de cette première expérience. Il est question pour l'État de revoir comment est-ce que même en période de crise, on peut faire fonctionner la machine de la décentralisation. Il y a notamment, comme a dit Armand tantôt, il y a des taxes et des impôts locaux qui peuvent éventuellement, pourquoi pas, être revus, on peut prospecter, on peut essayer d'élargir l'assiette fiscale, peut-être pas de manière à asphyxier les populations déjà très pauvres, mais au moins il y a des sociétés qui sont souvent installées et qui peuvent faire travailler avec des ministres qui leur accordaient des faveurs pour bénéficier d'un permis, je ne sais pas moi, d'exploitation. Et que tout cela, à mon humble avis, qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut quand même faire que les entités déconcentrées bénéficient, pourquoi pas, de certains moyens locaux pour ne pas toujours regarder vers Brazzaville. Mais en cette période de vache maigre, il est toujours difficile et ça devient plus difficile pour la hiérarchie ici d'accepter que tout soit payé au niveau, n'est-ce pas, du conseil. C'est maintenant plus difficile la décentralisation. Ça a toujours été au Congo, où même quand il y avait l'argent, tout était toujours difficile. Moi, je voudrais plutôt dire ceci, hein, pour abonder dans le même sens qu'Alphonse a dit. Vous savez, j'ai eu à une certaine époque à être en contact avec le président d'un conseil départemental, alors, qui se plaignait du fait que le préfet n'acceptait pas que les conseils prennent leur fameuse enveloppe et le gèrent à sa guise. Donc, quand l'enveloppe arrive, il faut d'abord rendre compte au préfet. Et il va vous dire ce qu'il prend. Le reste, vous vous débrouillez à votre façon. Donc c'est pour dire, voilà un peu les pesanteurs qui bloquent le processus. Quand vous avez des comportements de dérapage de ces sortes. Il fallait des textes de loi. Mais les textes, il faut les appliquer. Il faut les appliquer depuis 2003, M. Sergio. Moi, je donne la parole, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes acteur politique, membre de la chaîne parti politique de M. Joseph Kinumbi Kiambungu. Qu'est-ce que vous prenez finalement, vous, dans votre vision pour les Congo, la décentralisation pour vous, ça serait quoi? Au niveau de la chaîne, nous disons d'abord que
la décentralisation est un levier, c'est un outil important qui booste le développement dans notre pays. Et pour le cas de notre pays, je vous l'ai dit, c'est un échec pour ce régime. Parce que je vous le dis, l'article 1er de la Constitution stipule que le Congo est un État décentralisé. Donc ça veut dire que dès l'instant que cela est mentionné dans notre Constitution, ça devait constituer une préoccupation pour, une obligation. Pour ceux qui nous dirigent. Malheureusement, depuis 2003 jusqu'à ce jour, rien ne se fait de concret sur le terrain pour faire aboutir la décentralisation, pour l'effectivité de la décentralisation. Mais au niveau de la chaîne, nous proposons d'abord de revisiter notre carte de la décentralisation. Et puis, nous allons, d'ici peu, je pense, proposer une loi au niveau de l'Assemblée pour expliciter davantage, aider ceux qui sont aux affaires à vraiment mettre en œuvre la décentralisation. Et je crois que dans peu de temps, vous verrez cette contribution-là de la chaîne. Alors, parce que nous y pensons. Comme quoi, il faudra toujours de loi hein, pour mettre en œuvre la décentralisation. En tout cas, monsieur, merci pour vos éclairages sur cette question de la décentralisation qui est loin d'être terminée. C'est une question qu'on y reviendra à chaque fois, c'est très vaste et on va y revenir. C'était aussi notre manière d'interpeller, de faire un petit clap au niveau des autorités pour repenser encore cette question de la décentralisation qui reste une préoccupation. Merci à Alphonse Ndongo d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci également à M. Maba. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation de la chaîne. Merci d'être passé et merci à Ernest Dimi également, chroniqueur politique chez le Patriote, toujours au service de la République. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On vous rappelle, c'est votre magazine qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. On va se donner rendez-vous les dimanches prochains avec le même plaisir et le même sens du débat. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.